Elle est journaliste au JDD, mais elle est également mère de 2 enfants et aujourd'hui elle sort un livre au beau programme intitulé « L'enfant et l'avenir de l'homme ». VA+, vous présente Aziz Lecor, une maman qui témoigne de la beauté d'enfanter malgré les injonctions de ceux qui disent qu'un enfant pollue ou que d'être mère c'est la fin de votre carrière. À bon entendeur, salut. Bonjour Aziz Lecor, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu constates une dénatalité en France, une baisse de la natalité énorme en France et meilleure dans le monde, et de certains mouvements qui plaident cette non-envie d'avoir un enfant, à savoir les no kids ou les child free. Est-ce que, alors on imagine par le nom que c'est des personnes qui ne veulent pas d'enfants de fait, mais quelles sont leurs raisons profondément, enfin c'est qui ces personnes? Alors en effet, d'abord le livre part d'un double constat, c'est que dans de nombreux pays, la natalité baisse, particulièrement en Occident. Et alors même qu'elle baisse chaque année, il y a de plus en plus de mouvements militants qui prennent de plus en plus de place dans le débat public. Et donc parmi eux, en fait, c'est une grande famille qui s'appelle les Child Free, donc sans enfants par choix. C'est plein de chapelles, et donc ils ont évidemment des revendications assez différentes. Parmi eux, il y a les No Kids, donc ce sont ceux qu'on a peut-être le plus vus dans le débat public, qui ont pris le plus de place parce qu'ils sont arrivés avec des arguments vertueux. Ils sont venus dire, en fait, on ne fait pas d'enfants pour sauver la planète, parce que soit on ferait naître son enfant dans une poubelle, soit on rajouterait un pollueur en plus dans le monde. Et donc finalement, ça a été énormément entendu, énormément mis en avant, et il y a eu une réponse de mouvements qui existent depuis longtemps, notamment certaines féministes child free qui ont dit, mais on ne veut pas avancer d'arguments vertueux pour ne pas faire d'enfants, on veut simplement expliquer que nous voulons vivre sans enfants, on peut être émancipé en tant que femme sans enfants. Donc les divers arguments s'entendent, mais quand j'ai un petit peu plus creusé en les rencontrant, souvent on voit bien que ça ne tient pas et que c'est simplement une envie de continuer à vivre pour soi et de ne pas être engagé soit dans son couple avec un homme et donc avec cet enfant qui nous lierait pour toujours, ou simplement d'avoir en charge un autre qui évidemment est dans le dénuement le plus total quand il arrive sur Terre. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui te disent que... parce que tu as l'air de dire que c'est un peu un prétexte, un peu pour se donner bonne conscience, qu'on se dit, bon c'est vrai que s'il y a une personne de moins sur Terre, ça polluera peut-être moins, mais qu'est-ce que tu réponds justement à cet argument écologique? Est-ce que c'est avéré? Parce que peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que finalement, oui, si on n'a pas cet enfant-là, on a peut-être un pollueur de moins. Alors en fait, ce qui est très... paradoxal ou plutôt contradictoire, c'est qu'on constate que ces jeunes qui s'inquiètent profondément, je ne pense pas que ce soit non plus totalement inventé. Il y a une vraie angoisse face au changement climatique et ça, les études le montrent et je pense que les gens que j'ai rencontrés étaient assez honnêtes là-dessus. Sauf que ils ne changent pas leur mode de vie, donc ils préfèrent simplement, dans leur hiérarchie, se dire on va plus faire d'enfants, mais par contre on va continuer à prendre l'avion, on va continuer à acheter autant de fringues, etc. etc. Donc c'est ce que j'appelle la schizophrénie écologique. On se sent responsable de ce monde, mais en fait on ne change pas notre mode de vie. Et sur des continents, je pense notamment au continent africain, où ils continuent dans certains pays de faire énormément d'enfants, et ben, ils ne polluent pas autant que nous. Donc c'est là où il y a une énorme hypocrisie. Et profondément, je pense que ce sont des gens qui, parce qu'aussi on vit dans un monde qui connaît des crises multiples et qui ont une sorte d'angoisse parce qu'ils ne savent pas dans quel monde ils vont faire naître leur enfant, ils ne savent même pas ce qu'ils ont à leur transmettre parce que peut-être qu'il y a une rupture dans la transmission et ce à différents niveaux. Et puis, ils se disent que finalement, la seule solution pour leur bonheur, c'est de pouvoir consommer, de pouvoir jouir de la consommation comme ils l'entendent, d'être des individus totalement libres, attachés à personne. Et moi, je considère que c'est simplement qu'on est des monades éclatées si on vit comme ça. Et donc, ils ne se mettent pas du tout de fil à la patte. Donc, ils ne procréent pas parce qu'ils craignent vraiment de devoir être arrachés au confort de leur quotidien. L'argument écologique est non seulement absurde d'abord parce qu'en fait, si on veut sauver ce qu'ils appellent, eux, la planète. Si on veut sauver, en fait, quand on est écolo, on veut sauver une vie authentiquement humaine sur Terre. Donc ça passe évidemment par une préservation de l'environnement, du vivant dans son ensemble, mais aussi à la fin de l'être humain. Sinon, à quoi bon sauver la planète pour elle-même? En fait, la vie, elle se régénère tout le temps par la nature. En revanche, la vie humaine, elle est vraiment menacée aujourd'hui. Et donc, ne pas faire des enfants serait finalement participer à la crise écologique. On veut sauver des espèces en voie de disparition sans se rendre compte qu'en fait la nôtre l'est peut-être. Absolument.
Et elle l'est parce qu'évidemment, elle est soumise aussi au changement climatique, mais elle l'est si on arrête de se reproduire, puisque en fait, l'humanité est vouée à disparaître si on fait ça. Et puis, profondément, je pense que si on a vraiment conscience de la question écologique et du péril climatique, eh bien, donner la vie, c'est la possibilité d'avoir une vie nouvelle, un regard neuf sur le monde. Et cet enfant, non seulement, nous, en tant que parents, il nous donne la possibilité de nous battre pour des choses concrètes. On a envie que le monde soit meilleur pour l'offrir à notre enfant. On n'a pas envie, justement, comme disent les No Kids, de le faire naître dans une poubelle. Donc nous-mêmes, ça nous fait prendre conscience de notre responsabilité à l'égard de cet enfant, mais de l'ensemble du vivant, de la terre et de ceux qui nous entourent. Et donc, ça nous donne une ouverture à l'altérité qui, je crois, qu'on n'a pas forcément avant d'avoir un enfant. En tout cas, moi, ça a été mon cas. J'ai peut-être davantage ouvert les yeux sur les autres en ayant 2 enfants. Et puis, cet enfant, c'est aussi celui qui nous rappelle des banalités, mais des choses tellement simples qui font qu'on aime cette vie. C'est celui qui pose son regard sur la beauté de la nature. Des choses qu'on a arrêté de regarder parce que on est blasé, on est habitué à cette vie. Et lui, il est là avec son regard tout neuf et il nous dit « Mais regarde, il y a une petite pâquerette là qui sort du trottoir. » Et c'est merveilleux, je trouve. Et alors, à celles qui disent moi, je veux pas d'enfants, pas forcément pour des raisons écologiques, mais parce que j'ai une carrière, j'y tiens, je suis passionnée et de toute façon, la société est suffisamment mal faite pour que si j'ai un enfant, tout va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces femmes-là ? Alors moi, je trouve ça terrible parce que en fait, on a inversé les injonctions. C'est-à-dire que les féministes, certaines féministes en tout cas, ont considéré, et d'ailleurs c'est ce que disent les mouvements child free, en fait, qu'on avait une injonction à devenir parent. Comme si, déjà, c'était pas quelque chose d'instinctif, de naturel, vers lequel on était poussé, mais c'était simplement la société qui nous obligeait à faire des enfants, qui nous l'avait mis dans notre tête. Donc, comme si on était, en fait, même pas consciente, quand on avait le souhait de devenir mère, qu'on était soumise à ces injonctions, avilissantes, etc. Et qu'une fois que cet enfant est là, puisque les femmes, et ça c'est une réalité dans les chiffres, ont davantage la charge de l'éducation et du quotidien, alors même que maintenant les 2 travaillent, bon, ça progresse quand même plutôt positivement, eh bien elles considèrent que forcément ça serait un frein dans la carrière puisqu'il faut partir en congé maternité, qu'ensuite ça demande de réaménager son emploi du temps. Et l'argument ultime qu'elles ont trouvé, c'était de mettre en avant des femmes qui disent qu'elles regrettent d'être mères. Et donc moi j'en ai rencontré, j'ai lu tous les livres qui sont sortis là-dessus, et dans chaque témoignage, il y avait des femmes en souffrance, pour X raisons, mais quand même souvent parce qu'elles-mêmes, dans leur propre histoire, elles n'avaient pas reçu l'amour de leurs parents, et donc elles n'arrivaient pas ensuite à entrer en relation avec leur propre enfant, des choses plus dramatiques dans le couple ou dans leur histoire intime. Et que viennent faire ces féministes-là ? Elles viennent plaquer un discours idéologique préconçu en leur disant « Vous êtes malheureuse parce qu'on vous a obligé, sans que vous le sachiez, à faire des enfants. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, c'est la société patriarcale. » Et donc, elles viennent finalement, avec ce discours tout fait, les femmes... Porter un malaise, en fait. Absolument, plutôt que de leur donner des vraies solutions, où évidemment, il faut une prise en charge parce que, en fait, ce qu'elles vivent est dramatique et elles sont en profonde souffrance. Mais on n'entend pas leur souffrance, puisqu'on vient plaquer simplement de l'idéologie. Et ce que t'expliques aussi, c'est que, en fait, les féministes, en disant au début, vous étiez soumises à vos maris, libérez-vous, maintenant, plus d'injonction à faire des enfants. Mais en fait, derrière, quand elles te disent, en fait, c'est pour une carrière, finalement, elles seraient esclaves, en fait, d'un employeur. Et donc, il y aurait ce changement d'esclavagisme, en fait, si on peut appeler ça comme ça. C'est là où l'injonction, en fait, s'est retournée. C'est-à-dire que les femmes... et moi, je suis très heureuse d'avoir mon propre carnet de chèques, etc., et de pouvoir mener carrière comme je l'entends. Mais... En fait, les femmes n'ont plus le choix de pouvoir rester, par exemple, à la maison si elles le souhaitent. Si on dit que l'objectif de toute vie, de notre vie, est d'être mère, mais on nous rit à la figure, c'est impossible. Et la femme au foyer, elle subit une double discrimination, qui est d'abord une discrimination évidemment économique, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a besoin de 2 salaires pour la majorité des personnes en France. C'est un luxe, en fait, de devenir femme au foyer. Il faut 2 salaires au sein d'un ménage pour pouvoir vivre. Donc, faire ce choix n'est quasiment plus possible.
Et ensuite, si ces femmes font ce choix, finalement, elles sont toujours, il suffit de le regarder à un dîner autour d'une table. La femme au foyer, on ne va jamais lui poser des questions sur son quotidien, on ne va jamais s'intéresser à ce qu'elle fait, on va être gêné, comme si, en fait, un individu, pour exister, pour vivre, il devait s'émanciper dans le travail. Et finalement, le foyer, c'est quelque chose qui devait être relégué à la sphère totalement intime, quelque chose qui n'était pas valorisé et valorisant dans la société. Justement, à ce sujet-là, tu parles d'un terme que peut-être peu connaissent, l'oikophilie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important comme notion ? Alors l'oikophilie, c'est en opposé du terme grec oikophobie, qui est un rejet du chez-soi, c'est l'amour du chez-soi. Et moi, je reprends ce terme qui est utilisé par Roger Scruton. Et il parle de cet amour du chez-soi qui passe d'abord par, évidemment, son foyer, en fait, par la cellule familiale qu'on crée. Et c'est dans cette première sphère qu'on rentre en relation, que l'enfant rentre en relation avec ses parents, avec sa mère, puis avec son père, et avec ses frères et sœurs s'il y en a, qu'il apprend d'abord à des règles basiques, finalement, de la vie en communauté, la politesse, des règles pour vivre ensemble, le service, absolument. Et cet amour-là qu'on transmet à cette petite échelle, il permet ensuite de se sentir exister au sein d'une société, de se sentir enraciné dans cette société et de pouvoir y participer pleinement. Et donc si chacun peut, à ces bases-là, on peut ensuite faire nation. Et de manière plus grande ensuite, prendre conscience, ça rejoint ce qu'on disait sur l'écologie, mais de profondément ce qu'est une vie authentiquement humaine sur Terre. Et alors justement, tu parlais un peu du père aussi. Qu'en est-il de lui ? Parce qu'on a tendance à un peu l'oublier. Parce qu'effectivement, il ne porte pas la vie en soi dans son propre corps. Avec maintenant les techniques de la PMA, par exemple, ou même encore plus de la GPA, qui est encore interdite, heureusement en France, mais qui ne devrait pas tarder. On a tendance à le mettre de côté. Il a le choix de oui ou non accepter et reconnaître l'enfant. Lui, c'est à la naissance que ça se passe, alors que la femme a 9 mois, l'enfant en elle, etc. Quel est son rôle à lui ? Alors, c'est vrai que c'était plus difficile pour moi d'écrire sur les pères, puisque ce livre est quand même... en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, mais très incarné, puisque j'ai vécu la maternité par 2 fois. Et c'est quelque chose qui passe par notre corps, à nous les femmes. Et justement, je me suis dit, comment est-ce que ça se passe pour un homme ? J'ai pu l'observer avec mon mari, mais aussi chez mon père, chez mon grand-père. Et évidemment, il y a des fractures générationnelles, puisque les hommes n'ont pas aujourd'hui les mêmes places dans le foyer. Et ce que j'ai pu constater quand même, c'est que d'abord, nous, quand on est enceinte, quand on vit cette expérience de la maternité, dès les premières semaines de vie, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé, j'avais conscience qu'il y avait une vie qui grandissait en moi, parce que le corps se transforme, on a des douleurs, on a des sensations. Et l'homme, il est totalement étranger à ça, il comprend pas très bien. Tu t'attaches avant lui, en fait. Et nous, on s'attache avant lui. Et enfin, moi, en tout cas, je crois pouvoir dire que pour mon mari, ça a été un peu progressif, parce qu'aujourd'hui, il y a les échographies, donc ça permet de visualiser qu'il y a en effet un petit être qui grandit. Mais le moment où il est devenu père, en fait, la vie, elle a surgi plus tard. Elle a surgi, en fait, vraiment quand l'enfant est né. Et il est celui qui a coupé le cordon. Et ça, je trouve que c'est très symbolique, c'est très fort, mais il y a ce premier détachement que le père permet entre la fusion entre la mère et son enfant, même si elle continue quand même quelques mois ensuite. Mais il est voilà, le premier être extérieur, et c'est en effet là où c'est grandement féministe. D'ailleurs, c'est que c'est la mère qui dit au père, voici ton enfant et je te reconnais comme le père de mon enfant, puisque lui, il est toujours incertain. La mère, elle sait qu'elle porte son enfant puisqu'il grandit en elle. Le père, il est dans cette confiance totale qu'il doit faire à son épouse. Et donc, à un moment, il vient dire, je le reconnais moi-même puisque tu m'as reconnu comme le père et je pose mon nom de famille sur cet enfant, je le lui transmets. Et ensuite, quand mes enfants ont grandi, même si leur père est très très présent dans l'éducation, on n'est plus sur des modèles justement patriarcaux, où le père était un petit peu extérieur. Là, il se trouve que tous les deux on travaille, donc tous les deux on se répartit la charge quotidienne. Et pour autant, les enfants n'attendent pas les mêmes choses de lui que de moi. Moi, ils me demandent davantage d'être celle qui les réconforte. De manière très spontanée, ils vont aller prendre la main de mon mari pour lui dire viens, on va jouer au foot dehors, on va aller... Bon. Et donc c'est drôle parce que je trouvais que cette expérience première qui est de dire que l'homme est vraiment celui qui
tire l'enfant vers l'extérieur finalement de sa mère et de cette matrice, eh bien, elle se vit dans la vie quotidienne ensuite quand les enfants grandissent dans l'éducation. Il y a une offre dont il faut absolument que je vous parle. Si vous avez moins de 26 ans et que la politique et les grands débats de société vous passionnent, nous avons une annonce alléchante à vous faire. Valeurs Actuelles souhaite rendre accessible l'accès à sa formule premium aux jeunes héritiers de notre pays. Nous vous proposons une offre annuelle de 29,90 € par an seulement pour avoir accès à l'intégralité de nos articles sur notre site internet. Et si vous préférez payer en plusieurs fois, c'est possible avec une alternative mensuelle. Toutes les infos sont en description. Vous le savez, notre travail est totalement gratuit et le meilleur moyen de nous aider est de s'abonner en cliquant juste ici. Mais si vous souhaitez nous soutenir davantage, il existe un moyen de le faire avec des dons mensuels en cliquant sur l'offre rejoindre. Je vous laisse choisir l'option qui correspond le mieux à votre budget, c'est pas la peine de se ruiner, surtout pour les plus jeunes d'entre vous. Surtout, n'hésitez pas, on peut reprendre. Qu'est-ce que tu répondrais? Parce que là, on parle effectivement de maternité pour celles qui ont la chance de la vivre, ou qui le veulent en tout cas. Qu'est-ce que tu réponds aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais qui en voudraient, qui en souhaiteraient? Comment elles peuvent, elles aussi, vivre leur féminité et une sorte de maternité, une fécondité dans leur vie? Alors, je pense pas qu'il y ait de l'eau de consolation quand on veut un enfant et qu'on subit l'infertilité. Je pense que moi, j'ai pu l'observer autour de moi et c'est des problèmes qui sont malheureusement de plus en plus fréquents. Il y a cette attente en fait qui est toujours... c'est assez bouleversant à observer parce qu'il y a toujours un espoir qui demeure. Et je crois que tant qu'il y a cette espérance, il y a la possibilité d'être mû par les belles choses de la vie, justement de ne pas sombrer dans le désespoir. Je parle dans le livre et je ne dis pas du tout que c'est un lot de consolation, mais qu'évidemment, on peut s'épanouir autrement qu'en étant père ou mère, qu'une vie sans enfant n'est pas une vie qui est vaine. Et j'essaie de parler de la maternité spirituelle, de la fécondité spirituelle. Et c'est toute la grosse différence avec les No Kids ou les Child Free militants, c'est que ce n'est pas une vie qui est vécue pour soi, c'est une vie où on transmet de manière différente. Donc ça peut passer, je prends des exemples de ceux qui m'ont, je pense, transmis des choses sans être mes parents dans la vie. Je pense à mes enseignants qui m'ont donné le goût de la culture, de la littérature, de la philosophie, etc. Je pense aussi à ces bénévoles qui emballent les cadeaux ou qui s'occupent des enfants qui en ont besoin. Enfin, il y a 1000 exemples. Et je pense encore aux artistes. Parce que quelque part, quand on crée une œuvre pour le monde, c'est aussi une manière de transmettre quelque chose sans avoir donné la vie. Et cette infertilité, elle peut être physique, corporelle, mais elle peut être aussi subie quand on a un célibat qui n'est pas choisi. Et donc, la vie, parfois, fait qu'on ne peut pas accéder à la paternité, à la maternité. Mais je pense qu'il y a évidemment d'autres moyens de s'épanouir et de porter du fruit, surtout. Oui, il y a le don de la chair qui est le plus biologique, le plus naturel, qui vient presque le plus simplement, en fait, c'est donner la vie. Mais il y a aussi le don de soi dans des œuvres, dans le service, dans le travail, dans les choses bien faites. Et alors toi, qu'est-ce que tu as retiré de la maternité? Comment ça t'a positionné dans le monde? Comment t'as géré ça par rapport à ton travail? Est-ce que tu l'as vu différemment, même par rapport à ton pays, peut-être par rapport à l'écologie aussi? Comment tu t'es positionnée en tant que mère, qui a quand même un statut différent que juste femme, entre guillemets? Alors c'est drôle parce que à partir du moment où j'ai aimé l'homme avec qui j'ai été, je savais que je voulais devenir mère. Mais c'est pas quelque chose qui m'obsède depuis que je suis enfant. C'est vraiment d'abord parce que je crois qu'on aime quelqu'un, qu'on sait qu'on veut devenir parent, ensuite qu'on veut se continuer dans cet autre et avec cet autre. En tant que femme, moi, je trouve que c'était la plus belle expérience que j'ai pu vivre, c'est-à-dire que c'est une expérience sensuelle. Donc c'est vraiment, moi je considère que c'est l'apothéose de ma féminité. Parce que de fait, c'est quelque chose que la nature m'a donné, un privilège que les hommes n'ont pas. C'est de pouvoir sentir cette vie qui grandit en moi. Et forcément, ça transforme l'être que je suis moi-même parce que ça m'ouvre à tous les sens, des sens peut-être qui étaient endormis jusque-là. Et ça me donne un rapport à l'autre qui est très différent. Moi, j'étais très perturbée enceinte d'avoir un rapport beaucoup plus naturel aux gens. Un petit peu moins socialisé parce que finalement, il y a des choses instinctives qui prennent le dessus.
Et après, évidemment, dans le monde du travail, il faut réussir à s'organiser. Je crois que les premières années de vie de mes fils, j'ai peu de souvenirs de ma vie professionnelle parce qu'on est un peu quand même sous un tunnel. Et en même temps, à la fin, au bout de quelques années, je dirais, de la première année de vie, pour chaque enfant, ça se calme, on trouve notre organisation. Et pour ma part, je me sens pas du tout déchirée puisque j'arrive à être disponible comme j'entends pour mes enfants. Voilà, moi par exemple, j'ai la chance de pouvoir aller chercher tous les jours à l'école, d'être auprès d'eux le plus possible. Et puis eux, ils me permettent vraiment pour le coup, puisqu'on parlait des angoisses liées au monde dans lequel on vit. Je suis quelqu'un de très angoissé. Toutes les angoisses que j'avais auparavant étaient finalement des angoisses, je pense, assez narcissiques parce que tournées vers moi-même. Là, les angoisses que j'ai, elles sont plus pour moi, elles sont pour eux. Mais ils m'apportent tellement de joie qu'évidemment, ces angoisses ne prennent pas le dessus. C'est un mélange assez sain, je trouve, entre les deux. Et ils me permettent, au contraire, de me lever le matin en me disant que la vie est belle parce que je vois leur bouille, leur sourire. Il y a leur propre angoisse. Pourquoi est-ce que ce matin il pleure parce qu'il n'a pas envie d'aller à l'école? Bon, je vais essayer de les comprendre et je pense pas à moi, à ma petite angoisse personnelle. Est-ce qu'on t'a reproché, on a reproché à ton livre d'être une injonction à faire des enfants? Alors, ceux qui ne l'ont pas lu. Ceux qui l'ont lu vraiment, et il y en a beaucoup qui l'ont lu sans être parents, qui ont en plus qui ont un certain âge, donc qui savent que c'est trop tard pour eux, et qui ne l'ont pas forcément d'ailleurs tous désiré auparavant. Mais j'ai reçu des messages magnifiques, donc je pense que en fait, quand on lit, on comprend que ce n'est pas du tout une injonction à faire des gosses, mais que c'est d'abord une réponse à ceux qui disent qu'on ne doit pas faire d'enfants. Et ensuite, un témoignage incarné de cette expérience de la maternité, de ce qu'il y a de beau aussi dans cette relation entre le père et la mère et cette relation à l'enfant. Alors, évidemment, il y a des personnes qui, par principe, je pense notamment à Sandrine Rousseau, qui a dit qu'elle ne lirait pas mon livre parce que c'était un livre antiféministe qui était une injonction à faire des enfants, alors qu'elle-même, elle a des enfants. Et je pense qu'elle a vécu une forme d'épanouissement dans sa maternité. Je la connais pas intimement, mais ce sont des personnes qui savent ce qu'il y a de beau dans la transmission, mais qui ne veulent pas l'offrir aux autres. Moi, j'étais obligée, puisque je connais la grandeur de ce cadeau finalement que m'a fait la vie, j'étais obligée de transmettre cet amour-là, simplement en expliquant ce que moi-même j'avais reçu et ce que je vivais. Et après, les gens en font ce qu'ils veulent, évidemment. Pour finir, tu écris dans ton livre une lettre à une amie qui ne veut pas d'enfant. Peu importe son histoire, c'est une amie. Et est-ce que je te propose, soit tu regardes la caméra et tu récites en quelque sorte les grandes lignes de cette lettre, comme si tu t'adressais à une amie, ou alors si t'es plus à l'aise, je peux être cette amie. C'est un peu émouvant justement en écrit, parce que des fois on ne sait pas dire certaines choses à l'oral, mais en fait cette amie à qui j'ai écrit, de fait c'était les femmes que j'ai rencontrées qui m'ont vraiment touchée, certaines qui font aussi partie de mon cercle amical proche, et j'ai pensé à peut-être 2 femmes en particulier en écrivant ce livre. Et ces 2 femmes en question, je sais que elles ont peur voilà, elles ont peur de faire les mêmes erreurs que leurs parents. Elles ont peur de transmettre la vie et de ne pas être des parents suffisamment bons. Et donc moi, j'aimerais dire simplement à cette amie que on est toujours des parents insuffisants. On fait de notre mieux et on constate très vite nos propres limites. Et on se rend compte en devenant parents, évidemment chaque histoire est plus ou moins difficile, mais que nos propres parents ont fait de leur mieux en composant avec leur propre histoire. Et même si ça ne répare pas tout, je pense que ça nous permet quand même de guérir et de comprendre que nous aussi, on a été la possibilité, un moment, le jour où au moins ils nous ont pris dans les bras quand on est né, la possibilité d'une renaissance. Et donc j'aimerais simplement dire à cette amie que oui, si un jour tu es mère, tu sais que toutes les inquiétudes que tu auras vont s'évaporer parce qu'elles vont se concentrer sur d'abord l'amour que tu éprouves pour cet enfant, et toi aussi tu peux faire cette expérience de renaissance et tu ne seras pas enfermé dans tes blessures. Et je crois qu'au contraire, en devenant parent, on s'inscrit dans une généalogie, une transmission, et on accepte d'avoir été cet être blessé
qui a commis le mal, qui a connu le mal, et on sait que notre enfant vivra les mêmes choses, mais il y a aussi la possibilité de tout ce qu'il y a de plus grand d'émerveillement dans l'existence et de cet amour renouvelé. N'aie pas peur finalement. N'aie pas peur, ouais.